Bonjour Fabien Dubessy. Bonjour Marc. Voilà, maintenant nous avons Fabien Dubessy devant nous, qui est un relativement jeune photographe, mais très talentueux, qui gagne pas mal de concours. On a tous bien mémorisé par ses photos un peu surprenantes, un peu exceptionnelles. Donc, tu habites où? Alors, tout nouvellement dans l'Allier. Jusque-là, j'étais plutôt dans le Rhône. Et depuis juste quelques semaines, je viens de poser mes valises dans l'Allier. Ce qui vient d'ailleurs pour l'histoire quand même, de poser quelques problèmes de connexion. On vient Ah, d'essayer de faire la vidéo depuis le toit de la maison qui ne marchait pas. Donc là, je suis coincé dans une fenêtre pour arriver à avoir un petit peu de connexion Internet. C'est les joies du fait d'être perdu un petit peu dans la nature. oui, tu as choisi cet endroit parce que c'est vraiment très sauvage. Il y a un milieu naturel autour qui est intéressant pour toi. Ben oui, voilà, c'est ça. Alors concrètement, c'est quasiment que des forêts. Il y a un petit peu de prairies par endroit, mais c'est énormément de forêts. Donc c'est dans le sud de l'Allier, c'est ce qu'on appelle la montagne bourbonnaise. Et voilà. Et bon, quand il y a personne, qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, et ben il n'y a pas beaucoup de connexion internet non plus. Voilà. Et oui, ok. Donc tu es professionnel, Oui. tu publies deuxième livre, si je me trompe pas. Oui, alors le premier, c'était surtout c'était un petit catalogue d'exposition. Donc c'était un petit livret. Et là, pour le coup, c'est vraiment un vrai livre. C'est un livre catégorie beau livre, en fait, un livre d'art, qui est sur le thème de l'imaginaire. D'accord. Tu peux nous le montrer? Oui, alors, donc le livre, hop, avec le soleil. Donc Très bien. Imagine, c'est un livre assez sobre au niveau de la couverture, au niveau de la mise en page. Et ça a beau être un livre photo, c'est surtout un livre, donc comme je disais, sur l'imaginaire, d'où le titre Imagine. L'idée, en fait, c'est de se raconter des histoires à partir des photos, que les photos, ce soient des bases d'histoire, et puis chaque personne, en fonction de qui il est, en fonction de son ressenti, en fonction de son vécu et du moment aussi, il va pouvoir se raconter des histoires avec la photo comme support. Et ces histoires-là, elles vont évoluer. Par exemple, si on lit le livre à un moment donné, on le reprend un an ou 2 ans après, on aura vécu d'autres choses, on sera dans une autre ambiance, un autre moment, et donc logiquement, les histoires vont pouvoir évoluer aussi. Donc si je prends un exemple, par exemple, là vous avez une mise en page qui va être toujours, hop, alors avec le soleil c'est un peu compliqué, je vais tourner un petit peu. Voilà. Donc vous aurez toujours une mise en page assez redondante avec un titre qui est sur la droite du livre et une photo sur la droite du livre et un titre qui est à gauche, qui est volontairement très loin parce que j'invite le lecteur à avoir une méthode de lecture qui sera toujours la même, c'est-à-dire de regarder la photo sans lire le titre, c'est pour ça que c'est assez éloigné, et puis d'essayer donc de se raconter ces histoires-là. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut mettre plusieurs minutes. Plus on prend le temps, plus on aura l'imaginaire qui va avoir la matière pour se mettre en place et on pourra se raconter des histoires. Dans un second temps, on peut regarder le titre qui va donner une indication de ce que moi je vois dans la photographie. Alors des fois, il y a des titres qui ne sont pas forcément évidents à saisir, mais ça peut déjà donner une nouvelle piste. Et dans un dernier temps, vous pouvez ouvrir donc dans le livre, dans la couverture, hop, vous avez un petit livret accordéon qui lui, au lieu de s'appeler Imagine, s'appelle J'imagine. Et donc là, ça vous permet donc de rentrer dans ma tête et de voir un petit peu tout ce qui s'y passe. On voit que c'est un petit peu le bazar, mais c'est assez représentatif. Et là, vous voyez un petit peu plus que ce que je vois dans les photos, mais c'est toujours. Alors, si je ne sais pas si je vais arriver à montrer sur la caméra, mais c'est des phrases qui sont assez courtes. Et l'idée là, c'est que sur chaque photo, il va y avoir une petite phrase et ça donne une indication un petit peu plus précise de ce que je vois que le titre. Du coup, moi, ça va l'expliquer, mais ça reste une amorce d'histoire. Je ne veux rien imposer et c'est juste une piste et ça finit toujours par trois petits points dans l'idée où c'est chaque lecteur qui va se raconter la fin. Et après, le livre en lui-même, donc il est sur 3 chapitres différents. Alors je vais vous montrer un petit peu des photos représentatives.
Donc là, vous allez avoir le premier chapitre qui est essentiel. Donc des photos. Alors avec le soleil, c'était pas évident. Je vais essayer de mettre un petit peu autrement. Voilà. Des photos assez épurées, assez blanches. Et l'idée, c'est que ça ressemble un petit peu au dessin. Donc j'ai choisi un papier ici qui est avec une texture assez fine et assez blanche pour que ça vienne appuyer sur ce rendu dessin. Le deuxième chapitre, donc qui est Douce Nature. Alors à chaque changement de chapitre, j'ai un petit explicatif en fait de ce que je veux amener. Et là, on est sur des photos qui ressemblent un petit peu plus à de l'aquarelle. Donc j'ai changé de papier également, vous voyez, avec des couleurs pastel, avec comme si c'était des lavis en aquarelle. Donc j'ai changé de papier pour un papier qui est encore plus texturé et plus chaud. Et le dernier chapitre qui est Songe. Alors, Songe, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, on part sur des photos qui sont beaucoup plus nocturnes parce que l'idée du chapitre, celui-ci, il est un petit peu plus compliqué. C'est songe dans le sens du souvenir, de quand on songe à quelque chose, et également dans le sens du rêve. Donc, il y a des photos qui sont beaucoup plus nocturnes, vous voyez, des photos bien plus sombres. Et donc là, hop, un peu trop loin. Et donc là, j'ai de nouveau changé de chapitre, de papier, pardon, avec un papier qui est plus froid et qui va pouvoir avoir des noirs vraiment noirs. Donc voilà, donc c'est vraiment un objet où il y a de l'imaginaire et puis il y a du toucher aussi. Même la couverture, là où c'est embossé, puis avec un papier toilé, je trouve que c'est assez important quand on tourne les pages d'un livre, le rendu qu'il y a, en fait, ne serait-ce que est-ce que la page elle est facile à tourner, est-ce qu'il y a une résistance, est-ce que le papier il est doux, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid. Par exemple, quand on passe du deuxième chapitre au troisième chapitre, rien qu'en passant la main dessus, on le sent. Alors, quelqu'un qui va pas faire attention, il va pas forcément le remarquer, mais je pense que ça va se ressentir sur la façon dont il va voir les images derrière, parce que chaque fois qu'il tourne une page, soit c'est chaud, soit c'est froid, soit il y a une texture, soit il n'y en a pas, et ça va jouer un petit peu sur le ressenti et du coup ce que moi je veux montrer dans chacun de ces chapitres-là. D'accord, c'est un livre extrêmement élaboré, sinon c'est… Il a pas mal évolué, ouais. Entre la première idée et puis après la concrétisation, il y a eu à peu près 3 ans de réflexion. Et même au moment où je pensais que tout était prêt, j'ai commencé à aller voir les imprimeurs pour apprendre un peu aussi, parce que moi, je n'ai pas une expérience dans l'impression de livres, c'est quand même assez particulier. Et même encore là, ça a énormément évolué en fait. J'avais des idées qui étaient bien arrêtées, je voulais ça. Et puis en fait, en voyant les possibilités, par exemple les 3 papiers, je savais pas que c'était possible. Moi j'ai l'habitude de faire des tirages, donc des tirages d'art en impression sur des papiers fine art, des papiers beaux-arts. Et là, on a une diversité de papiers qui n'a rien à voir avec les diversités de papiers avec le livre. Donc finalement, le projet, entre la première idée et la concrétisation, ça a énormément évolué. Ouais. Jusqu'au moment où, tout était calé, c'est bon, je voyais que j'allais pas changer d'idée à la fin, quoi. Bon, très bien. Tu fais des stages photos? Oui. Alors j'en fais uniquement au printemps, pendant 2 à 3 mois, selon les années. Donc avril, mai, juin, ou juste mai, juin. J'en fais dans différentes régions parce que j'ai pas mal déménagé jusqu'à maintenant où je viens de m'installer. Donc jusque-là, je passais 3 mois, 6 mois, 1 an quelque part, et puis après, je changeais de région. Donc je retourne un petit peu dans quelques-unes de ces régions-là pour les stages. Ça permet de revoir un petit peu le point, et puis je connais du coup ces secteurs. Donc j'en fais au Pays Basque, j'en fais dans le Rhône, la Drôme et la Haute-Savoie. D'accord. Voilà, donc sur différentes thématiques, ça va de l'initiation. Donc celle-là, ça va être très, comment dire, un petit peu théorique, technique. Est-ce que souvent les gens, les débutants vont buter là-dessus parce qu'on en fait tout un monde. Et en fait, au contraire, il faut tout simplifier
pour arriver à juste se concentrer sur ce qu'on fait et puis oublier ces réglages-là qu'il faut quand même connaître un minimum. Après, j'ai un stage sur les pauses longues, donc là c'est uniquement au Pays Basque parce que je fais sur le littoral et puis en rivière. Un stage sur les vautours que je fais dans la Drôme. Et puis un stage sur la macro où là ça va être uniquement de la macro d'ambiance. L'idée c'est de s'éloigner un petit peu de la macro descriptive assez classique et puis de créer des ambiances sur les images, qui soient un petit peu plus créatifs. D'accord. Donc tout ça, on peut te contacter par ton site internet. Oui, voilà, ouais. .com, j'imagine. C'est ça, fabiendubussy.com, ouais. Et donc on peut acheter bien sûr ton livre sur ton site. Oui, tout à fait. Donc après il y a le livre, il y a des sélections d'images, il y a le calendrier 2021, il y a différentes choses. Ouais. D'accord, ok. Quel matériel tu utilises? Alors donc moi je suis en Canon. Alors au niveau des objectifs c'est assez varié, ça va de 12 mm sur un Sigma au 400 mm sur un Canon 400-8 avec des convertisseurs. Donc ce que je vais le plus utiliser, ça va quand même être le 400 et un 100 macro parce que je fais énormément de macro. J'ai un seul objectif macro parce que je sais que si j'en prends plusieurs, au final, j'aurai jamais ce qu'il faut. C'est-à-dire que si j'ai 3 objectifs macro, parce que des fois il y en a d'autres qui me tentent, mais je vais sortir, puis si j'avais celui-ci, si j'avais celui-ci, puis finalement, j'ai une contrainte. J'ai que un 100 mm, j'en ai pas d'autres. Et puis après, faut que je fasse avec. Donc ces contraintes-là vont des fois aussi être source de créativité, parce que si on peut toujours faire ce qu'on sait faire avec un autre objectif, finalement il n'y a pas d'évolution. Et après au niveau des appareils, alors bon c'est un petit peu vieillissant, mais j'ai un 5D Mark III de 2012. Enfin 2, mais il y en a quand il fonctionne, parce qu'il commence à avoir pas mal vécu aussi, il doit être à 190 000 ou 180 000 déclenchements, donc voilà, il a pris l'eau plusieurs fois, il a fini au fond de la rivière, il marche encore. Alors moi, avec moi, le matériel est un petit peu maltraité. Alors c'est pas que j'en prends pas soin, mais je m'en sers tout le temps, quoi. Donc il y a risque plus risque d'accident et de panne quand on en sort tous les jours que si on sort une fois tous les 2 semaines, quoi. Donc voilà. Donc bon, pour le moment, je suis avec le 5D Mark III qui est quand même en bout de course là pour le mien. Il y avait des boutons qui sont arrachés. Enfin voilà. Donc là, je l'ai fait réparer au moins pour qu'ils prennent plus trop l'eau. Et par contre, voilà, il va falloir que je change bientôt. Et j'ai également donc là, j'ai 2 5D Mark III pour ça. Et puis j'ai un 7D Mark II qui me sert pour gagner un petit peu d'allonge, pour faire des gros plans sur des animaux qui sont pas trop loin. Alors, parce qu'il y a un coefficient multiplicateur. Souvent, on pense que si on zoome plus, on pourra faire des photos d'animaux plus loin. Et moi, je pense que c'est surtout que les animaux qui sont à la même distance, on va pouvoir faire plus gros. Donc ça va plutôt être pour des plus gros plans parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, photographier de loin, il y a des perturbations dans l'air, on perd en qualité ou autre. Donc là, ça m'a servi pour un projet sur les vautours qui me permettait de faire des portraits serrés. Voilà. Après, je m'en sers un petit peu moins maintenant quand même. D'accord. Voilà, tu vois ta première photo? Oui, ça y est, je vois. Alors, cette photo, en fait, je te l'ai donnée, c'était juste pour montrer un petit peu dans ma façon de travailler le côté très opportuniste, et comme le renard, justement. C'est-à-dire que là, cette année, en 2020, je me suis lancé le challenge de réaliser une photo par jour, pas forcément une photo incroyable, mais une photo un minimum réussie dans la journée, avec cette contrainte-là d'un temps de 24 heures entre chaque photo. Pour celle-ci, donc j'étais en Belgique pour le jury du concours AVES et j'avais fait la photographie déjà. J'avais fait une fleur dans un jardin et sur la route, j'ai vu qu'il y avait un renard dans une prairie. Donc j'ai fait demi-tour, je suis allé me garer et puis je me suis posté un petit peu camouflé dans une haie et puis en fait je l'ai observé en train de faire sa vie, en train de mulotter.
Et du coup, j'aimais bien ce côté-là. Bah, lui, il est opportuniste, moi, je le suis aussi. C'est-à-dire que y a certains sujets que je travaille un petit peu à l'avance quand même. On peut pas tout faire sans repérage préalable. Mais bah, des fois, il suffit juste de saisir une occasion. Là, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que bah, j'étais sur la route, tout simplement. Je roulais et puis après, bah, c'est vrai que j'ai l'œil un petit peu baladeur mais quand je suis sur la route, je regarde souvent les oiseaux, je regarde dans les champs, etc. Ce qui n'est pas forcément à conseiller, mais voilà, c'était le cas de cette photo, quoi. Ok. Tu fais toujours ton défi, une photo par jour? Oui, alors là, justement, donc c'était du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Et c'est un challenge que j'avais déjà fait en 2016. Oui, Qui est assez fatigant, mais très très riche. À la base, ce challenge-là, il est complètement personnel. C'est pour moi, c'est-à-dire que je me rendais compte qu'à partir du moment où je suis devenu photographe professionnel, bah, je faisais moins de photos que quand j'étais amateur, parce il y a plein de choses à gérer, que ce soit sur l'administratif, que ce soit sur mettre à jour le site internet, être sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a énormément de choses à gérer. Et finalement, je mettais dans les priorités toujours la photographie, faire la photographie en arrière-plan. Donc là, le fait de faire un challenge, je me suis dit, bah, c'est juste réorienter ces priorités-là. Et puis, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être dehors. Donc, ça me permet de me donner une excuse, en fait, pour être tous les jours dehors. Euh, et puis, en fait, en 2016, j'ai vu que finalement, bah, ça m'avait aussi appris pas mal de choses. Bah, que je faisais les photos de plus en plus vite, que j'arrivais à avoir ce que je voulais plus rapidement. Et puis là, en 2020, donc 4 ans après, je me suis dit, allez, je me relance parce que tous les ans, tous les années entre 2016 et 2020, j'hésitais, je sais pas trop, puisque bah, c'est quand même très très prenant et très fatigant tous les jours sans aucune pause. Là, il faut sortir et quand il pleut et quand on se retrouve au mois de décembre, il y a plus trop de sujets en macro parce que c'est ce qui est le plus simple pour sortir une photo. Bah, ça se complique vachement. Donc j'hésitais. Puis là, 2020, je me suis dit, ça fait 4 ans. En 2016, c'était une année bissextile, donc c'était le challenge 366. Là, ça allait de nouveau. Je dis, bon, allez, je me relance. Et donc, depuis, voilà, donc depuis le 1er janvier, je sors tous les jours pour faire les photos. Par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore faite. Et hier, je l'ai faite à, je sais pas, peut-être 21 heures, une photo de nuit d'un ciel étoilé. Voilà, ça booste un petit peu, quoi. d'accord. Je passe à la suivante. Oui. Je passe à la suivante. Alors celle-ci, alors moi je la vois un petit peu floue. Le rendu est assez particulier et donc ça fait partie d'une des photos du challenge justement. Et je l'ai choisie parce qu'elle est faite à 5 mètres de la maison. Et concrètement, il y a beaucoup de gens qui pourraient faire exactement la même. Donc c'est au 100 mm macro et c'est tout simplement une fleur de lierre. Donc du lierre qui pousse sur un arbre. En ce moment, ils sont en fleurs et c'est un détail très proche. Et ça, c'est quelque chose que j'invite vraiment le plus possible les personnes qui sont intéressées par la photographie, ou pas forcément d'ailleurs tout le monde, c'est juste à regarder ce qu'il y a à côté de chez soi avant d'avoir envie d'aller plus loin, de toujours avoir telle espèce en particulier ou autre et de pas connaître ce qu'on a au pas de la porte en fait. Et donc là, il y a énormément de photos que je fais soit juste dans le jardin ou à quelques centaines de mètres de la maison. Donc celle-ci, c'était un petit peu pour illustrer ça. Par exemple, au printemps, donc il y avait le confinement, on ne pouvait pas aller à plus de 1 km. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, pour moi, ça ne changeait rien. Parce que 1 km, je ne vais jamais au-delà. J'étais confiné à ce moment-là en Ardèche. Et tout mon terrain de jeu pour la photographie, et ben, il était dans le moins de 1 km. Quoi. Et à moins de 1 km, bon, après, c'est un milieu un peu particulier, mais j'avais quand même, il y a du castor, il y a de la loutre, il y a des sangliers, il y a des renards, il y a en macro, alors là, en macro, il suffit de toute façon juste de quelques mètres carrés pour y passer des jours. Enfin, voilà. Donc, juste, bah, j'invite à regarder vraiment ce qu'on a devant chez nous, quoi. Tout à fait d'accord. Alors donc celle-ci, donc c'est une photo de vautour fauve. Donc bah là on reprend un peu ce que je disais tout à l'heure pour de faire des gros plans avec le 7D Mark II plutôt que le 5D Mark III.
qui va permettre de cadrer un peu plus serré. Cette photo, elle est issue d'un projet qui se nomme l'Envol des géants que j'ai fait avec ma compagne sous forme d'association, donc l'association OSE. Et c'est un projet pédagogique dont Jama a été partenaire et nous a pas mal aidé. Et l'idée, c'était déjà de dire, d'apporter de l'information, comme quoi on a des vautours en France, parce que donc j'ai pas mal voyagé en France pour différentes formations. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas qu'on avait des vautours en France. Quand on en parle, c'est souvent l'idée de soit Luc et Luc avec les vautours aux États-Unis, soit les vautours africains. Mais tous ceux qui ne sont pas spécialement sensibles à la nature, ils ignoraient qu'on en avait en France. Alors que c'est quand même les plus gros oiseaux qu'on peut trouver. Et ensuite, expliquer un petit peu toutes les interactions qu'il y a entre l'homme et le vautour actuellement et dans le passé, parce qu'il y a un historique qui est assez fort. Donc, avec différents partenaires, dont la LPO, Grand Cause, qui, eux, nous ont vraiment aussi énormément aidés en nous acceptant sur leur site et en nous donnant beaucoup d'informations. On a créé une exposition, donc avec ce type d'image en noir et blanc, des portraits assez serrés, parce que l'idée, c'était d'interroger un petit peu le visiteur, et puis après, ça puisse être une amorce pour qu'on puisse discuter et expliquer un petit peu juste le mode de vie. Et puis également, on a fait des conférences où là, on retrace tout l'historique des vautours, enfin tout l'historique, une partie de l'historique des vautours plutôt quand même. Ça prend les relations qu'il y avait au moment de l'Égypte ancienne avec les Incas ou encore actuellement avec le peuple des Parsis qui font manger leurs morts par les vautours. Et puis petit à petit, on revient jusqu'à notre période actuelle et puis recentrer un petit peu plus sur la France et leur disparition ou quasi-disparition selon les espèces parce qu'on en a 4 en France. Et puis aussi, l'homme a certes eu un impact négatif sur eux, mais c'est aussi l'homme qui se bat actuellement pour le réintroduire et puis pour qu'il soit présent, qu'il y ait une cohabitation qui se mette en place avec le pastoralisme notamment. Et c'était aussi un peu pour montrer deux versants des relations homme-animal où souvent on voit l'homme il y a le côté négatif, ça voilà on le sait, mais il y a aussi des gens qui sont très engagés et qui ont des actions concrètes sur le terrain et qui font que actuellement on a autant de vautours en France qui sont revenus. Et puis il y avait un troisième volet de ce projet-là qui était initialement on voulait faire une mallette pédagogique pour les enfants, pour les écoles. Qui serait disponible gratuitement pour tout le monde. Et là, on s'est retrouvé quand même face à une réalité qu'il faut des finances et qu'on n'est pas arrivé à avoir complètement et énormément de temps pour arriver à faire du contenu en collaboration avec des instituteurs, institutrices et que ce soit cohérent sur le programme de l'éducation nationale. Donc pour ça, malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout et pour le moment, on a juste quelques petits outils pédagogiques qui sont liés à l'exposition. Ok. Alors, cette photo, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le confinement, en fait. Là, c'est à quelques centaines de mètres de là où j'étais en Ardèche. Et j'ai suivi un couple de petits gravelots pendant 2 mois en les photographiant un peu, puis en prenant le temps de les observer. Et malheureusement, ils ont fait 3 tentatives de reproduction. Les 3 tentatives ont échoué à cause du dérangement. Et en fait, je suis assez persuadé que c'est un dérangement qui est involontaire. Mais on se rend pas forcément compte. C'est-à-dire que cet oiseau-là, quand il est au milieu des galets, alors sans tout le flou lié à la photo, on le voit pas. C'est un galet parmi d'autres. Et il y a eu des feux de camp qui ont été faits sur cette plage de galets. Alors bon, en plein confinement, un endroit où les feux de camp sont interdits en plus, et en laissant plein de déchets. Et au final, en fait, j'ai vu des grosses traces de pattes de chien à côté du nid, et le nid a échoué une première fois, donc il y avait plus d'œufs, et puis la femelle n'est pas venue recouver. Ils ont essayé une deuxième fois de nicher, et ça a été le même résultat à cause de dérangements de nouveaux feux de camp. Et ensuite, une troisième fois où là, j'ai quitté l'Ardèche, donc je savais pas trop. J'y suis retourné un mois plus tard. J'ai vu que le nid avait de nouveau échoué. Ils étaient en train de faire une 4e tentative. Et là, je ne sais pas ce qu'il a donné derrière. Et tout ça pour dire que
en fait, du dérangement, il y a toujours du dérangement sur les espèces, et sans qu'on s'en rende forcément compte. On ne peut pas dire qu'on a zéro impact, même lié à la pratique de la photographie nature. L'idée, c'est juste de faire au maximum pour avoir conscience de ce qu'on fait déjà, parce qu'on peut faire des choses, des erreurs, juste parce qu'on n'a pas connaissance de comportement de telle espèce ou autre. Donc avoir cette conscience-là, et puis après, faire en sorte de limiter au maximum le dérangement. Là, par exemple, ces oiseaux, je les ai photographiés que quand ils étaient en parade ou en accouplement, mais pas du tout au moment où la femelle elle couvait. Je suis resté ensuite à distance, et puis juste de temps en temps, quand je passais, je mettais un petit coup de jumelle là où j'avais repéré qu'il était mis pour voir pour surveiller en fait. Mais voilà, juste une petite mise en garde sur le dérangement qu'on peut avoir sur notre environnement proche, quoi. Très bien. Alors là, toujours dans le même secteur. Ce printemps, c'est une laie, donc une femelle, qui avait des petits. Et en fait, on s'est retrouvés nez à nez, aussi surpris l'un que l'autre, 2 jours plus tôt. Moi, je me suis figé parce que je ne pensais pas du tout qu'il y en avait là. Donc, pour le coup, hein, là, on revient sur le dérangement, justement. Je les ai dérangés involontairement. Et puis donc elle m'a un petit peu grogné dessus, j'ai pas bougé, je suis resté tranquille, et il y avait donc plein de petits marcassins, et tranquillement après ils sont rentrés dans un petit bosquet. Donc malgré la surprise d'ailleurs, elle n'a pas été complètement apeurée, alors peut-être c'est qu'elle défendait un petit peu ses petits. Et ensuite, quelques soirs plus tard, je me suis réinstallé dans une rangée de vignes à proximité du bosquet. En fin de journée, et là les petits en fait étaient juste devant moi, et la laie faisait sa vie. Alors moi j'étais camouflé, mais on trompe pas forcément si facilement les animaux, donc elle a vu que j'étais là, mais pour autant elle m'a toléré parce qu'elle a appelé ses petits pour qu'ils viennent devant. Et après ils sont passés dans les vignes, ils sont revenus, ils ont fait leur vie jusqu'à la nuit, quoi. Donc voilà, c'était juste un moment assez sympa. Là, tu étais complètement par terre. Voilà. Là, je suis complètement par terre avec une ghillie. Donc, une ghillie, c'est une tenue de camouflage intégrale. Mais après, même si on est à bon vent ou autre, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un petit mouvement ou une petite odeur qui peut peut-être leur revenir, parce que là, on voit qu'elle me regarde, hein. Je ne suis pas complètement transparent pour autant, mais suffisamment discret pour qu'elle me tolère, et surtout qu'elle appelle les petits pour qu'ils sortent. Donc, après, là, j'ai pas mis les photos des petits parce qu'ils sont partis dans les vignes sur la droite, et j'avais des piquets qui n'étaient pas très esthétiques. Mais voilà, donc là, effectivement, je suis complètement camouflé, puis au ras du sol. Alors, donc, cette photo, et d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais c'est exactement au même endroit, dans le même secteur. Il s'agit de surimpression, donc j'en fais régulièrement depuis pas mal d'années. Les surimpressions, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà en argentique. Le concept, c'est de faire plusieurs déclenchements, mais ça donne une seule photo. Donc, pour visualiser, si on prend en argentique, c'est comme si on faisait des photos en débrayant l'avancée de la pellicule, et puis on refait une obturation sur la photo précédente. Maintenant, en numérique, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a le résultat immédiatement. Et puis, on a différents réglages qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en argentique. Et là, cette photo, c'est juste un paysage classique. Il y a une plaine avec de la vigne, et c'est un cumul de 20 déclenchements. Donc après, c'est assez complexe, hein, à mettre en place, parce qu'il faut arriver à préserver les premiers déclenchements tout en ajoutant les suivants. Et ça permet en fait de faire des espèces de photomontages, mais qui sont pour autant pas de la retouche informatique, mais une création qui est à la prise de vue. Moi, personnellement, je passe déjà beaucoup de temps sur l'ordinateur, donc ce que j'aime, c'est être dehors, même si on pourrait avoir le même résultat en faisant du Photoshop, même un meilleur résultat, parce que ce serait beaucoup plus facile, on pourrait mieux gérer les choses. Pour moi, ça ne me parle pas. J'ai envie de le faire quand je suis à l'extérieur, j'ai envie de faire ça sur le terrain, et pour autant, je ne veux pas forcément montrer le paysage ou un sujet, peu importe, tel que je le vois à l'œil nu avec exactement les couleurs, etc. Par contre, j'ai envie de créer
ma photographie à la prise de vue sur le terrain. Donc là, c'est le cas pour celle-ci. Et super. Alors, une autre photo qui illustre toute la vie qu'on a en local. Là, c'est un arbre qui est, je sais pas, peut-être 3-4 mètres de la maison. Il est assez proche. Et en fait, il y avait toute une colonie d'opilions. Donc là, c'est la grosse araignée qui est derrière, dans le flou. Qui faisait le tour de l'arbre. Donc pendant quelques jours, je les ai photographiés et après, avec un autre sujet en avant-plan, pour le coup, une autre araignée. Mais c'est juste à côté de la maison, quoi. Par contre, si on marche à vitesse normale, quand on passe à côté, on le voit pas. Il faut prendre le temps de scruter. Des fois, même juste, je m'assois dans l'herbe, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et puis petit à petit, on voit qu'il n'y a pas rien, il y a des petites choses qui se passent. Et là, c'est le cas pour cette photographie, quoi. Plan, c'est une lampe, la lune, je ne sais pas. J'avais pas compris, ça a coupé. En arrière-plan, c'est quoi l'éclairage? Alors, c'est de l'éclairage naturel. En fait, c'est une colline qui est très très loin derrière, qui est au soleil, alors que moi, je suis sur une zone ombragée. Et ensuite, au moment de la prise de vue, j'ai choisi un réglage de balance des blancs qui est assez froid. Et donc, ça me donne cette teinte bleutée. D'accord, c'est malin. Alors celle-ci, donc là on retourne période confinement Ardèche. Je l'ai mise en place juste parce que des fois j'aime bien ces photos, voilà, toutes simples, une scène de vie, un rouge-gorge qui chante, et puis on voit que là c'est au printemps, il y a les feuilles qui commencent à se mettre en place. Il n'y a rien de particulier sur la photographie, c'est une espèce très très commune qu'on peut voir même dans des jardins de ville ou en rase campagne, on peut le voir un petit peu partout. Et puis j'aime bien aussi des fois juste des choses assez simples comme ça. D'accord. Alors, sur le genre de photo simple également, il y a le sujet que j'aime bien, qui est assez sympa, avec la huppe faciée. Sachant que ces huppes-là, donc là c'est dans le Rhône, je n'ai pas trouvé la loge. Je les voyais passer, mais bon, je ne sais pas où elles ont niché exactement. Et en fait, personnellement, j'aime pas du tout quand il y a des lignes électriques sur un paysage. Je trouve que ça le défigure. J'aime pas trop non plus quand il y a des barrières, des clôtures. Alors, bon, je nie pas du tout l'utilité et que c'est indispensable, hein. Sauf que je trouve que c'est pas du tout esthétique. Et pour autant, là, dans cette photographie, c'est ça qui fait toute la photo, avec le côté graphique. Et finalement, d'une contrainte, de quelque chose que je trouve inesthétique, je l'ai détourné pour utiliser un potentiel. Certes, c'est pas une forme qui est très jolie. Par contre, c'est des lignes qui se succèdent, qui peuvent apporter du graphisme. Donc là, je m'en suis servi dans la photographie en détournant le problème initial. Ouais, t'as bien fait, c'est assez esthétique. Elle est originale. Celle-là aussi, d'ailleurs. Alors celle-ci, ouais. Alors je l'ai mise parce que en fait, elle avait gagné un concours, le concours à Vès en Belgique. Et quand il y a eu les résultats qui sont parus et que donc moi je l'ai publié aussi sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi en disant que c'était du Photoshop, c'était du photomontage, voilà. Et alors, en plus, ce qui était un petit peu ambigu, c'est qu'elle a gagné dans la catégorie Was Art. Donc sur le côté, on ne sait pas trop justement ce qui peut être autorisé ou pas. Et en fait, c'est exactement la même technique que tout à l'heure sur des surimpressions. Là, il y a zéro retouche sur la photo. Le fichier original, il est tel quel. Et si on regarde, pour autant, c'est 8 fois la même branche. Vous voyez, il y a une petite inclinaison à chaque fois. Et c'est tout simplement des surimpressions. Donc, par contre, c'est réalisé à la prise de vue. Une fois que j'ai fait ma photo, j'ai un seul fichier, fichier RAW brut, qui est comme ça. Et donc après, ça fait partie
des choses où j'aime créer et sur le moment. Et sur le moment, j'avais envie de faire ça. Par contre, ça n'a absolument rien à voir de ce que la scène que j'ai vécue. Cette scène n'existe pas. Mais encore une fois, j'essaye pas forcément de retranscrire une scène telle qu'elle. Si mon but n'est pas forcément de faire de la photographie qui est descriptive, pas tout le temps. Voilà. Tu as raison, c'est assez magnifique. Il faut avoir l'idée de faire cette photo, c'est clair. Bah, en fait, au début, là, c'est des hérons garde-bœufs au Pays Basque qui rejoignent un dortoir. Donc, tous les jours, le matin, ils vont dans un sens et le soir, ils vont dans l'autre. Et puis, il y a quand même quelques centaines de hérons qui passent par petits groupes ou comme lui tout seul. Et je voulais essayer d'en avoir un qui passe au-dessus d'une forêt et puis l'avoir juste dans la trouée comme ça. Sauf que bah j'avais pas les éléments qui étaient en place, donc finalement bah je me suis dit comment je peux faire alors que j'avais cette idée-là en tête quoi. Donc bah j'ai encore une fois il y a une contrainte, il y a une volonté, donc bah je vais essayer de créer quelque chose et puis finalement le résultat c'est celui-ci quoi. Ouais. Là, il faut y penser. Alors là, donc bah, de nouveau un rouge-gorge. Donc si on regarde mes photos, j'ai quasiment aucune espèce qui est rare ou qui est très difficile à voir. Euh, et celle-ci, je l'ai réalisée donc en Écosse parce que ça fait 3 ans que je passe les hivers là-bas. Et dans ce secteur-là, je sais qu'il y a des bruants des neiges que j'avais repérés quelques jours auparavant, et ils annonçaient de la neige dans la nuit. Donc je me suis dit qu'au petit matin, j'irais voir les bruyants des neiges dans la neige, donc ce qui est plutôt sympa. Et en fait, donc j'ai un véhicule aménagé et en ouvrant les portes du camion, bah, j'ai vu que la neige était déjà bien présente et j'avais des canards colverts et un rouge-gorge sur le parking. Et en fait, je suis jamais allé voir les bruyants des neiges qui sont bien plus rares que le rouge-gorge et les canards colverts. Et en fait, je me suis juste amusé sur le parking à faire des photos, bah, voilà, de ce qu'il y avait, qui eux sont aussi intéressants, même s'ils sont plus communs qu'une espèce qui est rare, quoi. Et au niveau de l'éclairage, là, on a l'impression que tu as un éclairage assez fort. Tu as rajouté de flash peut-être, non? Ou c'est Non, naturel? non, c'est naturel. Alors sur toutes les photos oiseaux, mammifères, c'est que de l'éclairage naturel. Sur les photos macro, c'est quasiment que du naturel. J'ai juste des fois quelques petits points complémentaires en éclairage sur de l'éclairage continu. Je fais pas au flash, mais juste des fois pour déboucher des zones et justement pour éviter d'avoir à le faire après en post-traitement. Toujours dans cette idée de créer la photo à la prise de vue. Et celle-ci, donc c'est complètement naturel. Et en fait, c'est que derrière, j'ai des arbres. Donc j'ai un fond qui est assez sombre. Et lui, il est en zone complètement de lumière avec les flocons qui sont également en zone de lumière. Donc c'est peut-être pour ça que ça donne l'aspect éclairage artificiel ou avec un éclairage d'appoint. D'accord. Alors toujours dans l'idée de faire des photographies, on peut faire la photographie nature absolument partout, même en ville. Là, c'est dans un parc urbain à Évian, Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Euh, et également, ça rejoint l'idée de détourner une contrainte, c'est-à-dire que l'environnement, moi qui aime la nature, n'est pas esthétique. C'est pas ce que j'aime. J'aime pas avoir des bâtiments. J'aime pas avoir des voitures. J'aime bien être tranquille sans un bruit. Et là, il y a plein de gens, il y a du mouvement, il y a de l'activité. Et en fait, eh ben, le rond qui est derrière le merle, c'est la brillance du soleil dans un pare-brise de voiture, qui est filtré après par un arbre. Donc, ben voilà, on peut. Alors bon, encore une fois, je montre pas la scène telle qu'elle est. On n'a pas l'impression qu'on est dans un parc au milieu d'une ville. On a l'impression d'être plus en forêt ou que c'est la lune derrière ou autre. Mais voilà, mon but est vraiment de créer quelque chose en fonction de ce qui existe, du réel, mais pour donner une impression qui peut éventuellement être différente. C'est malin, encore une fois, c'est très malin. Alors, cette photo,
Je l'ai faite en Bretagne. J'ai fait une partie de ma formation là-bas pour le bagage d'oiseaux, parce qu'initialement ma formation c'est en écologie et en biologie, et puis je me suis ensuite spécialisé un petit peu en ornithologie avant de me lancer à fond dans la photographie professionnelle. Et quand j'étais là-bas, je demandais avant de repartir en fait, bah je sais pas quels sont les endroits à voir en Bretagne. Si j'ai traversé la France pour venir ici pendant 6 mois, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose qui serait à voir. Et on m'a dit les monts d'Arrée. Donc bon bah ok, je vais au mont d'Arrée. C'était pas très loin, c'était à 45 minutes de route. Puis je suis arrivé, il pleuvait, c'était gris. Je comprenais pas pourquoi tout le monde me parlait des monts d'Arrée. Je les trouvais pas spécialement jolis. Donc toujours avec mon fourgon aménagé, j'ai passé la nuit là-bas. Puis j'ai quand même mis le réveil avant le lever du jour. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'ambiance. Donc, j'ai couru vers le spot que j'avais repéré la veille où il y a ces rochers au fond. Et effectivement, là, avant que le soleil se lève, c'était une ambiance incroyable. Et en fait, la brume est venue ensuite couvrir tout ce paysage. Et puis après, a été balayée dès que les premiers rayons ont tapé dessus. Et en fait, c'était une ambiance vraiment magnifique. Alors que le même lieu la veille, avec une lumière différente, et puis bon, bah, le crachin breton, c'était une autre dimension. C'est vraiment moins sympa. Donc des fois, il y a des moments qui sont traduits par une photo d'un instant particulier. Ça dure pas bien longtemps, et c'est aussi ça, je pense, qui donne la magie de la photo et du vécu, en fait. Ouais. Alors, une autre photo qui a un petit peu tourné, alors bizarrement, je ne l'ai jamais faite en exposition encore, elle a été juste sur des concours, et c'est le genre de photo que je pourrais jamais refaire, parce que tout a été tout ce qu'il fallait, tous les éléments pour faire cette photo étaient présents, alors que je ne peux pas les maîtriser. C'est-à-dire que là, j'avais les cerfs. Au début, ils n'étaient pas alignés. Donc, c'est le soleil, ce n'est pas la lune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'avais les cerfs qui étaient sur une crête. En vrai, il y en a encore 3 ou 4 qui étaient dessous. Je crois que c'était 7. Il y en avait 4 dessous qu'on ne voit pas parce que c'est dans le noir. Et j'avais le soleil qui était de côté. J'avais l'idée d'aligner le soleil avec les cerfs. Donc, je suis reparti en arrière pour ne pas m'approcher d'eux. Et qui tolèrent toujours ma présence parce que là, encore une fois, ils me voient. Moi, alors, des fois, je vais essayer de me cacher parce qu'il y a des espèces qui vont être vraiment trop farouches et qui vont pas tolérer ma présence. C'était le cas, par exemple, sur les vautours. Je vais pas m'amuser à approcher un vautour, c'est peine perdue, puis je vais les déranger. Par contre, il y a des espèces, et selon les lieux, là, c'est en Écosse, où on peut être accepté par les animaux en prenant le temps d'y aller tout doucement, en faisant attention aux moindres gestes qu'on va avoir, et puis à la réaction de l'animal en face, s'adapter à ça. Et là, il me tolère, donc je suis reparti en arrière pour garder cette tolérance-là. Je me suis aligné avec le soleil et j'ai avancé. Sauf que là, je suis à bloc de tous mes réglages, c'est-à-dire que je ne peux pas fermer plus le diaphragme. C'est fait au 70-200 et je suis à F22, donc je ne peux pas aller plus loin. Je suis qu'à 100 ISO, je ne peux pas descendre plus non plus, et je suis à 1/8 millième de seconde, donc je ne peux pas aller plus rapide. Donc c'est pour ça que tout est noir, parce que tous ces réglages-là font qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui va aller sur le capteur. Et malgré tout, j'avais toujours le soleil, le disque qui était cramé, qui était brûlé. Et il y a eu juste ce qu'il fallait de nuages pour qu'ils viennent obscurcir le soleil de manière à avoir un petit peu de détail dans ces nuages-là, tout en gardant le disque du soleil. Et donc j'ai plusieurs photos, et en gros, j'en ai que 3 où c'est comme ça. Et c'est une photo, je ne peux pas la refaire en fait. Il y a tellement d'éléments qui sont incontrôlables que c'est le genre de cliché qu'on peut faire qu'une seule fois, je pense. Et là, d'ailleurs, si on prend le RAW, donc le fichier brut, c'est exactement le même que celui-ci. Il y a rien de changé, même le contraste ou autre, c'est tel quel. Génial. Franchement, il faut y penser. C'est à chaque fois, moi, ce qui m'épate, c'est vraiment les effets que tu obtiens. Tu vois l'image et tu construis l'image de ton appareil au moteur. Oui, c'est vrai que j'essaye
exceptionnel. J'essaye d'imaginer quelque chose avant de faire une photo. Je fais pas un déclenchement si j'ai pas une idée. Ou alors juste pour voir un petit peu quel fond je peux avoir, etc., pour tester quelques petites choses. Mais les 3 quarts du temps, je vais rester en fait à observer. Je photographie pas, je prends le temps de regarder ce qui se passe et puis tiens, si j'essayais ça, il y a plein de fois ça marche pas, hein, parce que là on voit les photos où ça a fonctionné, mais il y a énormément de tests où ça a pas marché. J'essaye, mais par contre j'ai encore l'idée, puis j'essaye de comprendre par curiosité pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et puis après d'adapter la même chose à d'autres scènes. Par exemple, la macro, pour moi, m'a appris énormément de choses parce qu'on peut tout gérer en macro. Si je mets la main devant, la main derrière, si je me tourne de 20 cm, l'angle qui est changé, il est énorme. Je peux me mettre un petit peu dans le sens que je veux. Et après, ça permet de comprendre ces choses-là et puis de les adapter sur d'autres sujets comme les cerfs en l'occurrence ou sur les oiseaux ou autres. Et après, je prends le temps aussi, par exemple, là, entre le début de la session et la fin de la session, juste pour le fait de me décaler, hein, c'est pas grand-chose de se décaler, mais j'ai dû prendre peut-être 1 heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que je suis reparti en arrière, j'ai fait attention que eux, ils reprennent leur comportement normal, donc à brouter, à se déplacer le long de la crête, etc. Et puis après, ça permet vraiment de tout caler, et puis de faire la photo. Et également, ça j'en parle souvent pendant les stages, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'on vient de faire. Maintenant, on a une chance incroyable comparée à l'argentique où on a le résultat tout de suite. Quand on voit sur l'ordinateur, c'est dommage, il y a ça, si j'avais cadré autrement, ça aurait été mieux, etc. Oui, mais c'est trop tard. Alors que là, on a le temps d'observer, tout simplement. Ça sert à rien de mitrailler comme un fou. Juste prendre le temps d'observer et puis observer aussi ce qu'on a fait déjà comme photo et puis voir est-ce qu'il y a un élément qui me gêne, est-ce que j'ai une petite zone qui est cramée, est-ce que je peux faire autre chose et puis ensuite petit à petit de composer l'image. Super. Alors celle-ci, donc c'est une biche avec un faon qui a quelques mois déjà. Donc, il reste avec la biche pendant un petit moment. C'est une photo toute simple que j'aime bien. Pareil, sur une crête. Et à un moment donné, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est à l'heure bleue, en fin de journée, où là où les animaux sortent un petit peu plus généralement. Et voilà, je la trouvais assez simple et jolie. En fait, j'aime bien la poésie des fois qui peut se dégager d'une photo où dessus, il n'y a pas grand-chose. Concrètement, si on regarde ce qu'il y a de net, il y a une ligne et 2 sujets. On les voit même pas en détail et pour autant, on peut se raconter des choses avec. Ça revient un petit peu sur l'idée d'imagine. On peut se raconter des histoires. Pourquoi la biche, elle a cette attitude-là? On voit qu'elle est quand même en alerte. Elle regarde sur le côté. Avec les oreilles levées. Pour autant, le faon, lui, il regarde pas du tout dans la même direction. Donc, lui, il est plutôt. On a l'impression qu'il me regarde. En fait, il regarde derrière. Là, je les ai de dos. Donc, tout de suite, on s'interroge. On peut se raconter des histoires. Et puis ça, c'est ce que j'aime, même si la photo, elle est toute simple, en fait. D'accord. Alors là, voilà, on revient sur le livre. On a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. D'accord. On voit pas bien. Mais... Ouais, alors là, c'était un petit peu pour illustrer les textures de papier en fonction des chapitres. C'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'il faut l'acheter pour l'avoir en main, évidemment. Ok, je crois que c'est la dernière image. Ouais. Je vais mettre sur la caméra. Voilà, on ne voit plus. Hop. Voilà. Écoute, c'était super. Je pense que tout le monde a bien apprécié ton idée, tes techniques. On s'aperçoit qu'une photo tout à fait banale, tu arrives à la transformer pour en sortir. Donc, c'est vrai que la belle illustration, c'est l'oiseau au milieu des on a une photo qui, je pense, moi j'aurais pris
façon tout à fait classique. Je me disais, aucun intérêt à cette photo, je l'aurais jetée. Et quand on fait une œuvre d'art absolument magnifique, ça, c'est vraiment bravo, parce que c'est pas du tout évident. Je comprends que voilà, il faut pratiquer beaucoup, avoir des idées, essayer tout un tas de choses pour avoir l'idée de le faire au moment où ça se présente. Donc bravo Fabien. Ben, merci beaucoup. Merci pour le retour et puis merci pour cette proposition d'interview.